Je suis ingénieure en hydraulique et je suis aussi hydrologue. Je travaille dans les collectivités territoriales depuis 30 ans maintenant, dans les domaines de l'eau potable et de l'assainissement. Donc c'est vraiment mon cœur de métier, je fais ça tous les jours. Comme il vous a été dit il y a quelques minutes, j'ai travaillé pour la communauté d'agglomération du Pays de l'An entre 2018 et 2020 en tant que responsable du service eau potable, assainissement et eau pluviale. Actuellement, je travaille sur la région parisienne, au niveau de la métropole du Grand Paris, où je gère, en tant que directrice de l'eau et de l'assainissement, un réseau, enfin des réseaux d'eau et d'assainissement pour 430 000 habitants et 9 villes. Donc c'est aussi pour vous montrer l'étendue de ce périmètre. Et je quitte dans quelques jours maintenant cette collectivité pour en retrouver une un peu plus rurale dans les Ardennes. Voilà, donc vous savez tout après sur ma formation. Moi j'ai prévu une présentation sur l'eau, et vraiment la question principale c'est est-ce qu'on va en manquer et surtout comment on peut faire pour demain continuer d'avoir de l'eau en quantité suffisante pour nous tous, et je vous dirai ce que c'est que nous tous derrière, et puis surtout une eau de bonne qualité. On va être aussi très clair, je ne suis là qu'à titre personnel, c'est-à-dire je ne suis missionnée ni par mes collectivités pour lesquelles j'ai travaillé ou je travaille, je ne suis missionnée par aucun parti politique, je n'ai pas de vision dogmatique, j'aurai un discours qui de temps en temps ne sera sûrement pas politiquement correct, mais c'est aussi à dessein, c'est-à-dire que le but du jeu, c'est vraiment de mettre les problèmes sur la table, qu'on en ait tous conscience. Il y a certains qui relèvent de notre responsabilité individuelle, il y en a d'autres qui relèvent de la responsabilité des pouvoirs publics, que ce soit de nos collectivités, communes, communes, agglomérations, métropoles, de l'État éventuellement, et puis aussi des industriels, des agriculteurs, enfin de nous tous. Donc j'essaierai de faire un panel aussi large que possible. J'ai prévu à peu près une petite heure de conférence qui nous laissera après beaucoup de temps, je l'espère, pour aborder et répondre à vos questions. Si vraiment à un moment dans la présentation il y a quelque chose qui n'est pas clair du tout, n'hésitez pas à m'interrompre, je reprenne éventuellement des grandes explications. C'est bon comme ça? On y va? Alors le postulat de base, c'est que l'eau c'est un bien commun. Et c'est ce que dit la loi sur l'eau, hein, la première qui date de 1992. Elle a mis ce postulat sur la table. À l'époque, on s'est tous dit c'est une superbe idée. Aujourd'hui, je vais vous démontrer que ça nous pose beaucoup de soucis. Parce que c'est un bien commun, on a l'impression que puisque c'est un bien commun, c'est gratuit, ça doit être suffisant, et puis qu'il suffit d'ouvrir le robinet pour avoir de l'eau. Ça n'est pas si simple que ça. Le deuxième, c'est que ce bien commun, il est évidemment central dans nos vies, dans notre quotidien. Je vous rappelle qu'une personne qui ne boit pas d'eau potable, elle meurt en 2 jours. La durée de vie sans boire, c'est 2 jours. Et puis dans notre quotidien, parce qu'aujourd'hui, on n'imagine plus ne pas avoir d'eau pour se laver, on n'imagine plus ne pas acheter de robe ou de t-shirt, parce que pour créer ça, il faut de l'eau aussi. On n'imagine pas ne plus manger de fruits ou de légumes et de ne plus avoir, par exemple, de poissons, ce genre de choses. Hein. Donc, évidemment, c'est important. Et puis, c'est aussi de cette façon que j'ai organisé cette conférence. Pour moi, c'est encore trop méconnu. C'est-à-dire que pour beaucoup, et peut-être beaucoup d'entre vous, l'eau, c'est on ouvre le robinet, ça coule, et puis je vais aux toilettes, je tire la chasse d'eau, ça part, et puis très bien. Je râle quand il n'y a pas, je râle quand elle est pas assez transparente, je râle éventuellement parce qu'elle a un mauvais goût, mais je ne sais pas trop comment ça se passe. Donc je vais aussi vous faire, avant de parler un petit peu plus des solutions, vous refaire une présentation. Alors je suis désolée pour ceux qui connaissent, mais une présentation de ce qu'on appelle le grand cycle de l'eau, de comment ça fonctionne tout ça, et surtout les interactions qu'il y a. Parce qu'il ne suffit pas de régler un problème à un endroit, il faut que tout le monde en même temps règle le même problème pour qu'on ait vraiment des solutions qui soient pérennes. Donc ce que je viens de vous dire, présentation petit, grand cycle de l'eau, et puis après nos responsabilités à tous, notre responsabilité par rapport à la quantité et la qualité de la ressource en eau. Alors, grande présentation sur le cycle de l'eau, je vais vous le faire quand même rapidement, je pense que pour la majorité vous connaissez. Ce cycle de l'eau, il dit que globalement, quand on a par exemple un fleuve ou une rivière, elle débouche dans la mer, il y a tout au long de ce parcours-là de l'eau qui va s'évaporer, qui va former des nuages, qui vont, parce qu'il y a des reliefs précipités, il va pleuvoir, et cette eau, elle va avoir 2 conséquences, elle va revenir aux rivières, ou alors elle va s'infiltrer et elle va partir vers les nappes d'eau souterraines. Ça, c'est ce qu'on appelle le grand cycle de l'eau. Et puis, sur ce grand cycle de l'eau, intervient ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau. Et là, c'est vraiment là où commencent nos responsabilités. Petit cycle de l'eau, c'est tout ce qui concerne, au sens large, l'eau potable et l'assainissement. Je prends de l'eau
dans une nappe souterraine, ou bien je le prends dans une rivière. Donc par exemple, à Soissons, eh bien, on prend de l'eau en partie dans un captage et on prend de l'eau en partie, alors pas dans la rivière, pas dans l'Aisne directement, mais dans la nappe de l'Aisne, hein, au niveau de l'hippodrome par exemple. À Château-Thierry, on prend de l'eau, parce que je sais qu'il y a des gens de Château-Thierry, directement dans la nappe Marne. Sur l'Ouatre et le secteur de Villers-Cotterêts, on prend dans des nappes. Assez bien fonctionné. Pour bien comprendre aussi, je vais vous parler de l'eau douce. Parce que quand on parle d'alimentation en eau potable, en tout cas en France, on utilise de l'eau douce. Alors c'est pas vrai partout. Vous avez peut-être entendu parler de certains pays où il n'y a pas de nappe d'eau et on va utiliser l'eau de la mer éventuellement pour faire de l'eau potable. C'est le cas notamment de certains pays comme Israël, dont on entend beaucoup parler. Mais sans aller si loin que ça, en France, alors pas métropolitaine, mais en France, par exemple, en Guadeloupe ou en Martinique, vous avez certaines îles qui sont desservies avec des usines de dessalement parce qu'il n'y a pas de nappe et que l'eau de pluie que l'on stocke et que l'on traite pour faire de l'eau potable n'est pas suffisante. Donc il y a maintenant des usines de dessalement, hein, y compris sur le territoire français, mais pas métropolitain, et on a certaines collectivités du sud de la France qui sont en train de réfléchir pour mettre en place ce type de traitement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'eau douce, au niveau de la terre entière, et je parle bien de la terre entière, eh bien, ça ne représente que 3%. D'accord? Dans toutes les réserves d'eau au niveau mondial, l'eau douce, ça n'est que 3%. Ça veut dire que déjà, comprenez que par rapport à la quantité qui est disponible, c'est peu de choses, sur ce qu'on aura nous besoin. Et sur cette eau douce qui est disponible, ce qui nous intéresse, c'est celle-ci, pour nous hein, principalement, c'est qu'il y a à peu près entre 20 et 25% de l'eau douce qui est dans le sol, donc sous forme de nappe. Pour aller plus loin sur cette eau douce, alors vous voyez un autre chiffre, là on est à 2,5. Ces chiffres-là, ils datent du début d'année. Ça se sont du ministère de la Transition écologique. Les chiffres que je vous ai présentés avant, c'était il y a 3 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui même, les pouvoirs publics sont déjà en train de changer les chiffres pour dire attention, on a de moins en moins d'eau douce. Alors pourquoi est-ce qu'on a de moins en moins d'eau douce? Vous le savez tous, le niveau des mers augmente. C'est-à-dire que de l'eau qui était de l'eau douce, qui était celle par exemple du pôle Nord, on entend parler de cette banquise dont la taille diminue, on entend parler de ces icebergs qui fondent, et bien ça c'était de l'eau douce. Ça représentait 75% quasiment de l'eau douce. Elle va dans l'eau de la mer, donc elle devient de l'eau salée. Ça veut dire que l'on perd à travers aussi cette fonte des glaces, et on peut aussi parler des glaciers hein, qu'on a sur nos massifs montagneux. À travers cette fonte-là, eh bien, on perd aussi une quantité d'eau douce. Donc tous les jours, un peu plus d'eau douce disparaît. Donc ça, il faut aussi l'avoir en tête. Et sur les 2,5% d'eau douce, donc, qui sont les derniers chiffres, eh bien, on n'en a que 0,6% qui sont en eau souterraine. C'est-à-dire que la grande majorité encore sont sous forme de glaciers au niveau des différents territoires. D'accord? Donc de moins en moins d'eau douce déjà disponible. On parlera de la qualité tout à l'heure, mais donc ça veut dire que même par rapport à ça, on a un souci. Pour avoir une idée sur l'eau douce, et puis surtout l'eau de pluie, parce que c'est ce qui va nous intéresser, ce sont des chiffres qui datent aussi du début de l'année, donc pareil, du ministère de la Transition écologique, sur les précipitations, donc la pluie. Eh bien, au niveau métropolitain, de la France métropolitaine, on a 512 milliards de mètres cubes d'eau qui tombent tous les ans. Enfin, en tout cas, l'année dernière. Et on va voir que malheureusement, c'est moins en moins. Sur ces 512 milliards, il y a 61% qui s'évaporent. Donc, ils repartent tout de suite sur le cycle de l'eau. Vous avez vu, on repart sur les nuages, et ça va retomber, et puis ça va redevenir une rivière, ou bien repasser dans les lacs. Donc, il y en a 60% qui s'évaporent. Il n'y en a que 39% qui vont s'infiltrer dans la partie supérieure du sol. Alors dans la partie du sol, sans rentrer dans les détails, mais s'il y a des questions après, on pourra rentrer plus, en fait l'eau va s'infiltrer jusqu'au moment où elle arrive eh bien, à une couche imperméable. On va le traduire, ici on appelle ça de l'argile, hein, beaucoup dans la région c'est ce qu'on a. Et puis dessus, eh bien, on a ce qu'on appelle la zone saturée. C'est-à-dire c'est là la partie où, même si on rajoute de l'eau, ça déborde. Faites un test chez vous, vous prenez un seau, vous mettez du sable. Vous allez pouvoir mettre de l'eau, puis hop, à un moment, vous allez arriver au moment où on voit l'eau sortir. Et bien, tant que ça n'est pas complètement rempli, on estime que le sol n'est pas saturé. Et quand c'est complètement rempli, c'est saturé. Donc c'est ça, en fait, la différence entre la zone saturée et la zone non saturée.
Dans la zone saturée, c'est ce qu'on va appeler les nappes, tout simplement. Hein. Et donc une nappe, contrairement à ce que on peut entendre aussi dans les médias, à chaque fois ça me fait hurler, c'est pas un trou dans la terre, c'est pas du vide qui est rempli par de l'eau. On a une roche, alors souvent quelque chose qui peut ressembler à un sable qui est poreux, et l'eau est entre tous ces petits grains de terre ou de sable. Il n'y a que dans certaines régions françaises, c'est le cas, où effectivement on a vraiment des grottes, et on peut tous aller en visiter. Hein, dans une partie, je sais pas, les grandes grottes, par exemple, il n'y en a pas qui me viennent en tête, mais sur le Baguera, par exemple, voilà, où on va, vous en avez aussi en centre Val-de-Loire, où vous avez ces grottes où effectivement il y a de l'eau qui sont des nappes. Mais ce n'est pas la majorité des nappes que l'on a au niveau français. D'accord ? La majorité de nos nappes, ce sont des nappes où il y a et ben voilà, un substrat, et puis dedans, vous avez de l'eau qui sont entre les petits grains. D'accord ? Donc comme l'exemple du sable avec de l'eau dedans. Donc quand on a une zone saturée, eh bien, on fait une nappe, et puis c'est cette eau-là qu'on va capter effectivement pour faire de l'eau potable. Dans la partie non saturée, c'est la partie qui va servir éventuellement pour recharger les rivières, hein, donc c'est ce qu'on appelle les nappes de rivière, et très souvent celles-ci, elles débouchent les zones non saturées sur ce qu'on appelle les sources. Ce que c'est qu'une source, c'est ça. C'est à un moment, la zone est saturée, on arrive un peu au-dessus, bah, c'est un peu un trop-plein de la nappe, une source. C'est aussi pour ça que maintenant, on a des sources qui se sont taries, certaines qu'on ne voit plus du tout, et puis d'autres dont on sait que le débit est différent entre l'hiver et l'été. Okay. Alors, les nappes, hein, puisqu'on y vient, et mon propos principal tournera vers les nappes, je vous ai sorti un diagramme de l'agence de l'eau. Seine-Normandie, c'est l'agence qui gère l'eau à notre niveau, donc de tout, on va dire, le très grand bassin parisien. Alors, sur l'Aisne, ce n'est pas la totalité. Hein, le Seine-Normandie, ça commence un petit peu au nord de Laon. Au-delà, on est sur une autre agence de l'eau qui est Artois-Picardie, hein, donc qui gère le reste de la Picardie et puis tout ce qui est le reste des Hauts-de-France. Mais nous, ici, on est sur Seine-Normandie. Ce qui m'importe, c'est surtout le diagramme du bas, celui-ci, qui dit que sur les nappes souterraines, donc celles qu'on va utiliser pour l'eau potable chez nous, on en a 70% qui sont dans un état chimique médiocre et que 30% qui sont dans un bon état chimique. Traduction du bon état chimique, ça ne veut pas dire qu'elles sont complètement pures. Ça veut dire que ce qu'il y a dedans permet assez facilement d'en faire de l'eau potable. D'accord ? Vous avez, alors sur le territoire ici, on a globalement à peu près trois nappes. Alors je vais le faire très caricaturalement, hein, une grosse caricature, on a trois niveaux de nappes. On a les nappes de surface, celles qui sont très fortement polluées avec tout ce qui va être des résidus, notamment du monde agricole, donc celles qu'on appelle chargées en nitrates et en pesticides. En général, ces nappes-là, elles sont à une dizaine de mètres de profondeur, ici, hein, dans le secteur. Vous avez encore des petites collectivités, des petites communes qui sont alimentées par ces nappes-là. Vous avez ensuite une nappe qui est un peu plus profonde, qui est celle qui est utilisée par exemple à Courmelles, sur la station du syndicat des eaux du Soissonnais et du Nadon, du Valois, SESV, Valois maintenant, qui est une nappe qui donc est en moyenne à une trentaine de mètres de profondeur, qui est chargée en fer. Ça par contre on sait très facilement retirer le fer d'une nappe d'eau, donc on considère que celle-ci c'est une nappe de bonne qualité. Et puis vous avez sous le bassin parisien, donc il y en a quelques autres, mais une troisième dont je voudrais vous parler, qui elle est beaucoup plus profonde. Elle est très très profonde puisqu'elle est à plus de 600 mètres, qu'on appelle la nappe fossile. Alors pourquoi cette nappe elle est dite fossile? Parce qu'à l'échelle humaine, on n'est pas sûr, et on ne sait pas comment elle se recharge. C'est-à-dire toute l'eau qui est prélevée dans cette nappe-là, eh bien aujourd'hui on n'est pas sûr qu'elle y revienne un jour, par le grand cycle de l'eau. Pourquoi j'en parle de cette nappe-là? Parce que au moins l'État a pris la mesure du risque de prendre de l'eau dans cette nappe-là. Aujourd'hui, en région parisienne, il n'y a plus, à ma connaissance, qu'une seule station qui est autorisée à prendre, station d'eau potable, à prendre dedans. Et c'est une station, alors qui en l'occurrence est sur le territoire où je travaille, donc c'est pour ça que je la connais. Elle est faite en prévision d'un jour où peut-être il y aurait besoin d'un approvisionnement en catastrophe en eau, soit parce qu'on a une grosse pollution, soit parce qu'on a une impossibilité d'avoir suffisamment d'eau dans les autres nappes, donc elle est vraiment réservée à ça. Et puis, et parce que ça me fait râler, on a une grande entreprise, rappelez-moi tous, Cristalline. Ah ouais, Cristalline. Bord de l'Oise, pas très loin de l'Aisne, qui a une station qui prend là, dans cette nappe fossile, et qui, elle, a l'autorisation de prendre dans cette nappe fossile. D'accord? Parce que, à l'époque,
quand elle a commencé à prendre et à produire de l'eau en bouteille. Alors, c'est pas toutes les cristallines, hein, soyons clairs, cristalline, si vous regardez, suivant les endroits où vous l'achetez en France et les approvisionnements, eh bien, vous n'aurez pas tous la même source derrière, mais en tout cas, il y a, pas très loin d'ici, une usine de production et d'embouteillage d'eau qui provient de cette nappe fossile. Et voilà, ça a bon de m'énerver, donc je partage avec vous mon énervement. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier sur le grand cycle de l'eau, parce que c'est important, c'est que c'est un cycle fermé. Et j'ai l'habitude de dire que, attention, l'eau que l'on boit aujourd'hui, eh bien c'est la même molécule d'eau que celle que les dinosaures ont bu. D'accord? Avec tous les cycles qu'elle a fait. Donc elle a été plusieurs fois polluée, elle a été plusieurs fois retraitée, et elle a été plusieurs fois consommée. Alors consommée des fois par des plantes, et puis consommée des fois par des humains. D'accord? Ou des animaux. Hein. Donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ça. C'est que c'est un cycle fermé, on ne sait pas produire de l'eau. On ne sait pas produire de l'eau. C'est-à-dire que quand on va produire de l'eau en faisant, je sais pas, de la combustion de quelque chose, c'est parce que l'eau, la molécule d'eau, elle était déjà là et qu'elle avait été utilisée pour faire ça. Mais aujourd'hui, on ne sait pas produire de l'eau. Donc il faut aussi faire attention, et je vous alerte sur certains process où on va utiliser de l'eau. Allez, un qui m'énerve un peu, comme ça je partage mes énervements. L'hydrogène. On parle beaucoup de véhicules à hydrogène. Comment est-ce qu'on fait de l'hydrogène? Une des façons de faire de l'hydrogène, c'est avec de l'eau. Alors, effectivement, l'eau va retourner normalement, la vapeur, hein, et en tout cas l'hydrogène va retourner dans le grand cycle, après on est censé refaire de l'eau, mais sachez-le, à chaque fois qu'on utilise de l'eau pour faire un process industriel derrière, il faut quand même se dire qu'on sort cette molécule d'eau du cycle de l'eau et qu'on ne sait pas quand elle viendra, si elle revient un jour. D'accord? Et alors, la conclusion de cette première partie, c'est que la quantité disponible, elle diminue, avec tout ce que je viens de vous dire, mais elle diminue aussi la partie disponible parce qu'elle est de plus en plus polluée, et on va en parler après. Et puis, elle diminue aussi parce qu'on a des événements climatiques. Alors, je vous propose juste une petite vidéo, elle va vite, je vous explique juste. C'est une vidéo qui a été faite par la NASA sur la base de relevés de température depuis 1880 jusqu'à 2022. Ils ont pris une référence. La référence, ce sont les années 51 à 80. Ils se sont dit, ces températures qu'on a eues entre 1951 et 1980 au niveau mondial, on considère que c'est la référence. Je ne vais pas dire que c'est vrai, mais c'est leur référence. Et vous allez voir sur cette compilation d'images, eh bien, l'évolution des températures au niveau mondial. Le code couleur est très simple. Quand on est en jaune très clair, comme ici, blanc plutôt, on est à la moyenne, donc à la moyenne de ces années-là. Quand on est en jaune, en rouge, on est au-delà. Et puis quand on est en bleu, on est en dessous de ces moyennes-là. Je vous laisse découvrir. « 1950, on passe à 70, 80, 90, 2000, 2010, 2022. Il fait chaud. En tout cas, il fait plus chaud que ce qui était prévu. Et c'est pas que en Europe, c'est globalement partout. Et ce que je veux vous dire là-dedans, c'est que depuis 2017, en tout cas au niveau français, on entend à 2017, attention canicule, attention manque d'eau. C'est pas grave, ça arrive une fois de temps en temps, oui. 2018, même chose. Et puis tous les ans, là, depuis, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce qui était exceptionnel il y a quelques années ne l'est plus. On parle des températures, on parle des sécheresses, mais on va aussi parler d'autre chose qui est le régime de pluie. Vous avez vu, vous avez tous constaté que la pluie, ça n'est plus ce que c'était. D'accord? Je m'explique. Il y a encore quelques années, la pluie, c'était surtout l'hiver. C'était des petites pluies. Alors oui, on râlait tous, parce qu'on avait l'impression qu'il pleuvait sans discontinuer des jours et des jours. Aujourd'hui, il pleut moins souvent. Par contre, quand il pleut, c'est quelque chose. Ça ressemble à un orage, c'est très violent. Ce sont des grosses gouttes d'eau qui arrivent, qui tapent le sol et qui ne s'infiltrent pas. Et derrière, vous avez tout ce dont on entend parler, les coulées de boue par exemple, ou les inondations. Et puis, quand moi j'ai passé mon diplôme d'ingénieur, hein, donc il y a plus d'une trentaine d'années, on parlait de période de retour. On nous apprenait que quand on quantifie une pluie, on lui donne une période de retour. On dit cette pluie-là, elle est vraiment exceptionnelle, elle revient tous les 100 ans.
en moyenne. Celle-ci, c'est une normale, elle revient tous les ans. Aujourd'hui, on a tous les ans des pluies qui étaient auparavant classées en période de retour 50 ans. Il y a 10 jours, il y a eu des gros orages, alors on n'en a pas eu trop sur Soissons, mais sur la région parisienne, sur mon secteur, sur 2 des communes de mon secteur, alors juste 2 des communes. Ce qui veut dire aussi que c'est très ponctuel, et bien cette pluie-là, elle était qualifiée de pluie de retour 50 ans. Sauf qu'on en avait déjà une pareille il y a 2 ans. Ça veut dire que tout le cycle de l'eau, vraiment. Alors, maintenant qu'on a fait tous ces constats, comment on fait pour que la qualité de l'eau et la quantité de l'eau redeviennent meilleures, ou bien soit en quantité plus importante, ou qu'on ait moins de soucis. Je vais essayer pour chaque idée que je vais vous donner de l'analyser à chaque fois suivant les différents axes des pouvoirs publics, des industriels, des agriculteurs et de nous, monsieur, madame, tout le monde. D'accord ? Sur la qualité de l'eau, il y a une première chose à faire qui sont les périmètres de protection. Ça relève des collectivités. Il y a une loi qui, depuis l'après-guerre, la première elle doit dater des années 50, obligeait à mettre en place des périmètres de protection sur l'eau. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors vous avez un schéma un peu rapide. J'ai un forage qui est là. J'ai autour une partie qu'on va appeler le périmètre immédiat, donc personne n'a le droit de rentrer, personne n'a le droit de faire quoi que ce soit sur cette parcelle-là. Très bien. Il y a le périmètre qu'on appelle rapproché, donc qui est un petit peu plus loin. Tous ces périmètres-là sont définis par un hydrogéologue, donc il va analyser la nappe, comment elle fonctionne, etc. Dans ce périmètre-là, on va interdire, alors en général les constructions, c'est-à-dire pas le droit d'avoir des habitations par exemple, et puis on va interdire pour les parties, alors évidemment pas d'industrie, et pour les agriculteurs on va leur interdire certains types de cultures. On va leur interdire par exemple l'élevage, on va interdire s'il y a de l'élevage qu'il n'y ait pas de faux alisiers par exemple qui soit sur ces périmètres-là. Aujourd'hui on préconise du bio dans ces secteurs-là et même de plus en plus on est en train de dire on laisse ça en pâture, Merci. Voilà, donc on ne cultive pas. Et puis, dernier périmètre, qui est le périmètre éloigné, donc là, le 5. Périmètre éloigné, bah oui, on peut avoir... Oui. Alors, c'est l'hydrogéologue, et derrière, il y a un arrêté préfectoral. D'accord ? Et c'est la collectivité, pour aller jusqu'au bout, qui doit contrôler. La collectivité doit contrôler, c'est ce qui est mis dans tous les arrêtés préfectoraux. Non, pas le département. Non, non, non. Ça, c'est vraiment la compétence des communes, ou des comités de communes, ou des métropoles, enfin, tout dépend de qui a repris, ou des comptes d'agglo, tout dépend de qui a la compétence. Le département n'intervient pas là-dessus. Il peut aider les collectivités pour monter leur dossier, mais il n'intervient pas sur cette thématique-là. Il y a un terrain de golf. Ah, on va en parler après. Sur le département, on avait fait comme ça pendant plusieurs années la surveillance vers l'Andifay, au-dessus de Lens, sur le nord de Lens. Toute une zone comme ça de captage, on a fait des mesures, c'était une zone expérimentale, et c'était quand même sous la direction de la préfecture. Oui, non, c'est la préfecture qui est chargée de ça. On a associé tous les agriculteurs, tous les habitants, toutes les communes étaient associés à cette surveillance. Oui. C'est quand même, à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait une autorité, parce que c'était quand même... Il y a eu au départ, il y a eu des prédations de véhicules, des gens qui venaient, on n'était pas à l'aise, quoi. De toute façon, on est d'accord tous, et on va se le dire plusieurs fois, le problème de tout ça, c'est qu'on ne part pas d'un territoire qui est vide. Donc quand on met en place ces règles-là, et bien derrière, il y a des gens qui y habitent, il y a des gens qui y travaillent, les agriculteurs y travaillent, il y a des industriels qui sont là. Et quand on met en place des nouvelles règles, on est tous, mais nous les premiers, à râler. De comment ça, je ne peux pas arroser ce soir? Je voulais arroser à 18h, c'est interdit, maintenant c'est 22h. C'est arrêté sécheresse qu'on a actuellement. Comment ça, je ne peux pas aller laver ma voiture? Non mais ils rigolent ou quoi? Je paye mes impôts, enfin, d'accord, on a tous ce genre de discours. Et donc c'est le problème, c'est qu'effectivement, quand on met en place ces nouvelles règles, ceux qui sont impactés râlent, comme on le fait tous. N'empêche que le but, c'est qu'on comprenne tous que c'est important pour nous tous, ensemble, et que ce n'est pas seulement en travaillant que sur les consommations humaines qu'on va réussir quelque chose, ni qu'en travaillant que sur l'industriel qu'on va réussir quelque chose. C'est bien nous tous qui devons travailler sur la ressource en eau. Je finis sur le périmètre éloigné, je réponds à la question sur le golfe.
Donc dans ce périmètre éloigné, donc, il peut y avoir des constructions, et quand il dit construction, on dit aussi il peut y avoir évidemment des industriels, il peut y avoir des fermes avec, si on fait de l'élevage, effectivement, des stabulations, etc., etc. Et ça veut dire que là, on commence à rentrer un peu plus dans les vœux pieux. Il faut faire attention, il ne faut pas trop prélever, mais surtout, il ne faut pas trop polluer. Ça devient compliqué, parce qu'il y a les enjeux économiques qui se confrontent à la partie réglementaire. Et puis, depuis quelques années, sont mis en place, depuis les Grenelles d'ailleurs, donc sont mis en place le grand périmètre tout autour là-bas, qu'on appelle le bassin d'alimentation de captage, qui est là marqué aire d'alimentation de captage, où les collectivités qui ont commencé à mettre ça en place sont vraiment dans des démarches volontaires, déjà, il faut le dire, pour essayer d'accompagner les agriculteurs à passer que sur du bio, par exemple, ou alors ne plus avoir d'entrants ou très peu, à vraiment avoir une agriculture raisonnée. Quand il y a des industriels qui sont là, on va les aider à faire en sorte que les eaux qu'ils vont rejeter eh bien, soient au mieux traitées. Et puis quand il y a de nouveaux industriels, à leur dire bah non, vous n'allez pas là, vous allez un peu plus loin. C'est du volontariat. Je le répète, hein, c'est du volontariat, rien n'est obligé par la réglementation là. Je vous apprends rien en disant qu'ici on ne l'a pas mis en place, par contre Lens ça a été mis en place, et sauf erreur de ma part, Château ils sont en train d'y réfléchir sérieusement. Voilà. Alors, je ne sais pas qui m'a posé la question du golf, j'ai entendu juste la question, je n'ai pas vu. Voilà. Alors un golf, rien n'interdit dans les périmètres. Par contre, si je suis sur ce périmètre là, le 4, ben, je ne vais pas avoir le droit au clubhouse ou la construction, d'accord, mais on pourrait l'imaginer mettre en parallèle. Et par contre, il va y avoir des prescriptions sur est-ce que je peux mettre ou pas des produits pour que ma pelouse ou mon green soit exactement comme il faut. Mais rien ne l'interdit, parce que ce n'est pas considéré comme étant polluant. C'est eux qui donnent l'autorisation, c'est eux qui le font en même temps. Et est-ce qu'il doit y avoir, avant la construction du golf, une enquête ou une commission par les collectivités de l'eau? Alors oui, tous les gros dossiers d'implantation d'activités, hein, que ce soit des industries, des activités comme ça, plus dites de loisirs ou sportifs, font partie, quand on les dépose, on a un dossier qu'on appelle un dossier loi sur l'eau, qui est rendu obligatoire depuis 1992, qui reprend en compte avec une étude environnementale sur les conséquences sur l'eau, mais pas seulement sur l'eau, sur la faune, sur la flore, enfin toutes les études dont on a parlé avec ce qui en est fait derrière. Alors elle a un impact on va mesurer l'impact. Mais c'est à titre informatif? Normalement non, le préfet, alors je suis désolée, mais le préfet est censé en tenir compte. Je ne vais pas vous citer d'autres exemples où il y a eu des études qui ont dit il ne faut pas, et pour lesquelles le préfet a dit on va faire quand même. Mais je constate juste. D'accord, je constate juste. Voilà, donc première chose sur la protection de la qualité de la ressource, eh bien, les périmètres de protection, donc ça relève des collectivités. On est très en retard sur le secteur là, puisque j'ai refait un point. Alors autant sur Soissons, c'est à peu près l'équerre, autant sur le SESV, ça n'est pas du tout. Voilà, ça veut dire que là aussi, on a quelques petites choses à faire. Pour améliorer la qualité de notre ressource en eau, il va falloir aussi améliorer la qualité de nos rejets de stations d'épuration. Je vous rappelle, hein, les rejets de stations d'épuration, la grande majorité repart dans une rivière, ça refait le tour et ça revient. D'accord ? Là aussi, hein, au niveau national, on considère qu'on a à peu près 80% des stations d'épuration qui sont conformes, sauf qu'il suffit d'en avoir une très grosse, hein, c'est le premier pourcentage de tout à l'heure, pour que forcément il y ait une grosse pollution. Allez, parlons de Soissons, je ne la connais pas bien, donc Joker, je vais parler de celle de Laon. Laon va enfin mettre en conformité sa station d'épuration qui n'était plus depuis quelques années. D'accord, donc ça fait partie de ça, mais là aussi, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, pollueur-payeur, ce sont nos factures d'assainissement qui aujourd'hui payent ces travaux-là. Est-ce qu'on est d'accord pour voir nos factures d'eau augmenter plus vite qu'elles ne le font? C'est tout. Je lance juste la question. Dans la qualité des traitements de stations d'épuration, oui. Comment on considère qu'une station est en conformité ou pas? Alors en fait, la station d'épuration, je vous fais simple, vous avez de l'eau usée qui arrive, il y a un certain nombre de bassins en général, alors je parle des grosses stations, sur les petites stations au milieu rural, on est sur des dispositifs un peu différents, mais là, un certain nombre de bassins, et l'eau elle sort, et elle est
en moyenne, si je prends Laon, si je prends Soissons, elle va être épurée aux alentours, grosse moyenne, de 94 à 95%. D'accord? Ça veut dire que l'eau qui est rejetée, elle n'est pas pure, elle n'est surtout pas potable, donc c'est pas cette eau-là qu'on va boire directement, mais on considère qu'elle est suffisamment épurée pour pouvoir retourner au milieu naturel. Là aussi, mais je vais vous le dire tout de suite, je voulais vous en parler tout à l'heure, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, ces eaux-là, on les fait repartir en rivière. On s'est aperçu que c'était pas très bien. Pourquoi? Parce que comme il y a encore dans cette eau-là, eh bien, un peu de matière organique, un peu d'azote, un peu de phosphore, quand ça arrive dans la rivière, on a parlé de l'augmentation de la température de l'eau, mais si je rapporte un peu plus de nutriments, eh bien mes algues qui sont là, elles vont se développer d'autant plus. D'accord? Et donc, ça participe aussi à ces développements d'algues. Donc, pour réduire ça, de plus en plus, ce qui se fait, c'est qu'entre la sortie de la station et l'arrivée dans le ruisseau, eh bien, on va faire alors soit des bassins d'infiltration, soit des grandes zones, des périmètres d'infiltration, pour que l'eau s'infiltre, et auquel cas le sol est pur complètement, et ça participe au rechargement des nappes, et tout ce qui ne va pas s'infiltrer va revenir à la rivière, mais entre-temps, il y aura eu ce qu'on appelle un traitement tertiaire, donc les bactéries qui sont naturellement présentes dans l'eau et puis dans les végétaux qui sont là vont avoir continué d'épurer. D'accord? Ça, alors, les UV c'est autre chose. Ça c'est pour une station dite urbaine. Parlons, parce que certains habitent dans les villages, des eaux quand on n'est pas branché sur un réseau d'assainissement et quand on a un assainissement individuel, un assainissement autonome. On considère que le degré d'abattement de pollution est d'ordre de 80%. D'accord? Donc il reste 20% de pollution dans l'eau après une fosse septique ou une fosse toute eau avec un épandage ou bien avec un filtre à sable, etc. D'accord? Je réponds aux UV après. Oui. Comment fonctionne une station d'épuration en cas de forte pluie, quand son débit d'accueil des eaux est limité ou quand les eaux de pluie sont mélangées aux eaux usées? Alors, normalement, une station d'épuration, elle n'est censée traiter que les eaux usées. Normalement. J'ai vu votre question, je le prends après. Normalement. Après, il y a certaines stations d'épuration qui sont dimensionnées pour recevoir une partie d'eau, de pluie, quand on a ce qu'on appelle des réseaux unitaires. Je ne vais pas parler par Soissons, je ne connais pas. Je vais vous parler de Laon. Laon, vous voyez notre préfecture, hein, la partie haute et la partie basse. Sur la partie haute, il est interdit d'infiltrer. Toutes les eaux de pluie doivent arriver dans un seul réseau. Pourquoi? Parce qu'on a dessous des cavernes et que s'il y a trop d'infiltration, on a des effondrements. Donc, c'est une particularité, hein, ce n'est pas le discours national traditionnel, mais en tout cas sur Laon, ville haute, toute l'eau doit être collectée et ramenée vers le bas et vers la station. Alors, on aurait pu se dire, on aurait fait deux réseaux, un pour les eaux usées et puis un pour les eaux pluviales. Sauf que là aussi, Laon, ville médiévale, des rues qui sont grandes comme ça, bah non, il y a un seul réseau et c'est le réseau qui a été posé à l'origine qui prend tout. Ça veut dire qu'on a certaines stations d'épuration qui sont dimensionnées, c'est celle de Laon notamment, hein, pour accepter les eaux pluviales. Ça veut dire qu'elles sont, les bassins sont, voilà, on les a, les ingénieurs qui ont été à la construction les ont dimensionnés pour, et très souvent ce que l'on fait en tête, c'est on fait un bassin qui permet en cas de très forte pluie que ces eaux, les premières qui arrivent, qui sont très chargées en pollution, soient stockées là, et puis que les eaux qui sont stockées reviennent sur la station une fois que la forte pluie est passée, sur un jour ou 2 jours après. Il arrive, de temps en temps, plus ou moins régulièrement suivant où on se situe, que effectivement les stations d'épuration puissent déborder, ou en tout cas que juste en amont des stations d'épuration, ça puisse déborder. Même dans les réseaux. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où les réseaux sont de diamètre trop petit, et quand vous avez une forte pluie, eh bien le réseau se met ce qu'on appelle en charge, et vous le voyez de temps en temps à la télé, vous voyez les tampons, on dit ils sautent, hein, et puis donc vous avez les eaux usées qui ressortent mélangées. Parce que là aussi, nos réseaux ne sont pas dimensionnés pour ça. Ils ont été dimensionnés pour de l'eau usée, et non pas pour de l'eau pluviale, et puis surtout pas pour les eaux pluviales qu'on a maintenant. Autant ils ont pu supporter pendant des dizaines d'années les pluies d'hiver qui arrivaient un petit peu tous les jours, autant la grosse pluie d'orage, hein, eh bien ils ne sont pas faits pour la supporter. C'est bon, ça répond à votre question? Les eaux usées, la station d'épuration, les médicaments par exemple que l'on rejette par mail, ils sont rejetés ou directement rejetés? Non, ils sont rejetés. Non. Alors en fait, là aussi j'avance, enfin, on repassera du coup vite sur la suite puisque je voulais vous en parler, mais la question est posée, je vous la pose, je réponds tout de suite. Les stations d'épuration, aujourd'hui, elles traitent, je vais le faire là aussi de façon un peu caricaturale, mais elles traitent les eaux usées un peu comme si la nature traitait.
C'est-à-dire que ce sont des bactéries que l'on va élever, hein, on appelle ça, on élève les bactéries. Donc on les nourrit avec la pollution, ou on leur apporte quelques produits chimiques de temps en temps pour qu'elles détruisent les molécules qui sont les molécules de pollution qui sont dans l'eau. Et beaucoup d'oxygène. Donc ça, c'est un des nutriments des bactéries. Donc ça, on utilise ces bactéries-là. Et toute la pollution qui va être traitée, c'est la pollution dite plutôt organique. Toute la pollution plutôt chimique. On va parler des métaux lourds, on va parler des résidus médicamenteux, ne sont pas traités. Mais ce qui n'est pas traité non plus sont les virus. Vous l'avez entendu avec le Covid. Avec le Covid, on disait on suit les eaux de stations d'épuration pour savoir quand est-ce que l'épidémie va arriver. Parce que ces bactéries, elles vont juste manger la pollution et pas traiter le reste. Et c'est un des problèmes, et donc c'était voilà, ce que j'ai d'ailleurs mis en dessous, sur le fait qu'il faut réussir maintenant à traiter ces produits-là, si on peut. D'accord ? Et pour l'instant, on est encore sur des phases de recherche par rapport à ça. Alors, je parle notamment des résidus médicamenteux, les métaux lourds, qu'on ne sait pas traiter pour le moment. Et puis, donc ça, c'est une première chose. Par contre, on sait traiter les virus. Et j'ai entendu ultraviolet tout à l'heure. Voilà. Pour traiter les virus, aujourd'hui, on met en sortie de station d'épuration, et ça existe déjà depuis quelques années, des traitements par ultraviolet qui vont tuer les virus. Ça permet quoi? Ça permet que l'eau, si on est sur une grosse station, puisse être utilisée en eau de baignade. Donc quand elle revient dans la rivière, si on a une zone de baignade un peu plus loin dans la rivière, ça n'est pas remis en cause. Et aujourd'hui, vous allez l'entendre de plus en plus dans les médias, on met en place ces traitements-là pour que les eaux de sortie de station d'épuration soient réutilisées pour faire de l'arrosage, pour faire du lavage de véhicules publics, voilà, ce qu'on appelle le reuse, c'est un mot très moche, mais n'empêche, donc pour que ces eaux de station d'épuration soient réutilisées, on les traite aux UV, pour enlever en tout cas toute la partie des virus et des bactéries qui pourraient rester dans l'eau. Pour votre information, ça va vous faire sourire, mais dans les grosses stations comme la station d'Achères, sur le plus gros affluent de la Seine en aval de Paris, on trouve beaucoup de traces de cocaïne. Au hasard. Et dans les stations d'épuration, donc dans les molécules, alors il y a un programme qui a été mis en place il y a à peu près une dizaine d'années pour suivre justement ce qu'on appelle ces micropolluants au sens très large, donc en sortie de station d'épuration, et pour voir les molécules qu'on trouve. Je vais vous partager une expérience sans vous dire d'où ça vient, mais d'une station d'épuration sur laquelle j'ai suivi ce programme-là, et on s'aperçoit en sortie de station d'épuration qu'on découvre des molécules dites agricoles, de pesticides, interdites en France depuis très très longtemps, en l'occurrence une molécule qui est interdite depuis plus de 40 ans en France, mais qu'on trouvait là. Or, on le sait tous, les agriculteurs, enfin les champs ne sont pas drainés pour renvoyer vers les réseaux d'assainissement, donc ça ne venait pas d'utilisation en milieu agricole. Et on a cherché un certain temps avant de découvrir que sur le territoire qui était desservi par cette station d'épuration, il y avait une entreprise agroalimentaire qui faisait des confitures, soi-disant avec des produits locaux, qui en fait venaient d'Amérique du Sud, et sur lesquels on retrouvait ces molécules-là, interdites en France, mais qui n'empêche, étaient autorisées là-bas. Et donc quand les fruits rouges, ou les autres fruits d'ailleurs, arrivaient en France, sur cette station, enfin sur cette usine, étaient lavés, et donc pollués nos eaux avec ces molécules interdites en France, mais qui n'empêche sont utilisées, encore utilisées ailleurs. D'accord? Donc ça fait aussi partie de la mondialisation, et du fait que localement on peut avoir des pollutions avec des molécules qu'on n'a plus au niveau même européen. Voilà, petit problème. Voilà, donc, donc toujours sur la protection de la qualité, pour résumer un petit peu tout ce qu'on vient de dire, il faut évidemment donc, améliorer la qualité de traitement des stations, et puis il faut réduire la production ou l'utilisation des métaux lourds, des polluants, etc. Donc il faut aussi que nos industriels soient plus vertueux. Ça veut dire ne pas approvisionner éventuellement des fruits traités à l'autre bout du monde avec des molécules interdites. Ça veut dire aussi accepter que, allez, là aussi c'est pas du politiquement correct, mais dans les bonbons que certains vont acheter pour consommer eux-mêmes, offrir à leurs voisins, j'en sais rien, à leurs enfants, petits-enfants,
Les bonbons qui sont bien brillants, etc., vous avez peut-être entendu, depuis 1 an, ça commence à être interdit. Il y a des molécules d'aluminium dedans. Ça fait que c'est plus joli. Ouais, ça brille plus. Et on a tous été... voilà. Oui, et du titane aussi. Et là, j'allais dire, on est tous responsables. D'accord? C'est comme quand on va acheter une pomme au supermarché, qu'il y en a une qui est un peu gosselée, pas très jolie, qui brille pas, et puis une qui brille, bah, on a tous tendance au départ, si on ne réfléchit pas, à acheter celle qui brille. Bah, les bonbons, c'était la même chose. Sauf que le titane, sauf que l'aluminium, ce sont des produits qui sont des métaux lourds qu'on ne sait pas traiter. Et quand je dis, c'est vraiment une responsabilité de tous. Parce que consciemment ou inconsciemment, on a acheté ces produits-là et que les industriels ont aussi été capables de nous les proposer, on est bien d'accord. D'accord, hein, mais c'est voilà, il faut faire attention à tout ça. Oui. Mon traitement des eaux potables, quand j'ai commencé à travailler il y a plus de 40 ans, en pré-population, etc., on utilisait de l'aluminium. Oui, oui, oui. Donc, on a aussi utilisé ces produits-là. Non, mais on est d'accord. Enfin, tu le sais, sur les stations d'épuration, on utilise du chlorure ferrique, on utilise des tas de produits qu'on va retrouver à la sortie de la station aussi. Est-ce qu'on ne s'est pas traité autrement? Donc voilà, il faut vraiment qu'on remette tout à plat. Heureusement, alors tout n'est pas catastrophique, hein, même si je n'utilise que des exemples qui sont catastrophiques. Il y a évidemment des collectivités qui avancent, mais voilà, peut-être pas suffisamment vite par rapport aux problématiques actuelles. Deuxième grand enjeu pour l'eau, eh bien, il faut réduire la consommation d'eau. Alors on va le regarder suivant plusieurs critères. La consommation d'eau potable, notre consommation d'eau, on en a parlé, c'est augmenter le rendement des réseaux, hein, donc je ne reviens pas dessus. C'est aussi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, augmenter le prix de l'eau, parce qu'on n'y coupera pas, il faut choisir. Il faut tous économiser sur notre consommation d'eau. Alors comment on fait concrètement pour économiser la consommation d'eau? Alors ça, on a tous entendu à la télé, je ferme le robinet quand je me lave les dents, d'accord? Je fais des machines à laver plus courtes, etc. Je ne prends pas de bain, quelle horreur, je prends des douches, très bien. Après, il y a aussi d'autres façons qui sont encore plus vertueuses que ça. Mais alors c'est moins facile quand on a des habitations qui sont un peu anciennes, hein, c'est plus facile sur des habitations neuves, c'est de réutiliser l'eau. C'est réutiliser ce qu'on appelle les eaux grises, donc les eaux qui vont sortir par exemple du lavabo ou de la douche pour les remettre dans les toilettes. C'est utiliser l'eau de pluie pour mettre dans les toilettes. Ou alors le summum, c'est je mets des toilettes sèches et je n'ai plus besoin d'eau. Il faut savoir ce qu'on veut. Vous avez un fervent adepte des toilettes sèches dans l'assistance qui pourra vous en parler plus longuement que moi s'il y a besoin. Voilà, donc ça fait partie, en tout cas, il faut réduire notre consommation d'eau et il faut notamment réduire notre consommation d'eau potable. Il faudrait qu'à terme, l'eau qui soit distribuée au robinet ne serve vraiment qu'à la partie consommation. La partie, effectivement, douche ou bain, parce que quand on se douche, quand on se lave, eh bien, on inhale de l'eau, hein, des micro-gouttelettes, donc il faut vraiment que cette eau elle soit potable. Et puis pour la cuisine. Sûrement un peu pour le lavage, mais peut-être pas pareil. Mais en tout cas, voilà. Donc il faut quand même qu'on se mette en place. Et puis ça veut dire que quand on a la chance d'avoir un jardin, eh bien, on n'arrose pas avec l'eau du robinet. On met des récupérateurs d'eau. Ça fait partie de ça. Que quand on lave la voiture, eh ben, on ne lave pas avec l'eau du robinet. Là aussi, on met des récupérateurs d'eau. Et on ne lave pas plus à la station du coin qui, elle, va utiliser de l'eau potable. Hein. Donc il faut qu'on soit tous responsables par rapport à ça. Je parle des piscines. Allez, il fait chaud. On a tous envie, on rêve tous d'avoir une piscine. Et ça fait partie de l'imaginaire collectif. Aujourd'hui, je vais répondre. Aujourd'hui, et je reviendrai, ça sert à mon discours, on a tous envie d'avoir une maison individuelle, en tout cas la majorité des Français, d'avoir une maison individuelle avec un jardin derrière, et puis avec une piscine, voire une véranda, et voir des allées bien goudronnées ou bien pavées. Je vous parlerai des allées tout à l'heure. Parlons de la piscine. Je ne suis pas contre la piscine. Par contre, je suis contre la piscine qu'on va vider tous les ans, ou voire 3 fois dans l'année, pour la re-remplir. Si une fois on met 10 mètres cubes ou 20 mètres cubes, ou alors qu'on la laisse se remplir avec les eaux de pluie et qu'on la laisse là, pourquoi pas? De toute façon, il fait de plus en plus chaud, il va falloir qu'on trouve des solutions aussi, parce que ça, il ne faut pas l'oublier. Si aujourd'hui, dans nos régions, on a de plus en plus de piscines, alors qu'avant, c'était que dans le sud de la France, c'est bien parce qu'on en a aussi besoin et qu'on estime en avoir besoin. Hein, donc ça, il faut faire, il faut l'intégrer. Par contre, il faut voir comment on remplit ces piscines-là. Alors évidemment, on ne fait pas un puits sauvage.
pense à certaines personnes, on ne fait pas un puits sans vase dans son jardin qui va aller pomper de l'eau dans la nappe pour remplir notre piscine. D'accord? Un problème, c'est l'historique. Hein. On est d'accord. Tout ce qui a existé depuis 25 ans, on va se le prendre encore pendant 25 ans. On est d'accord. Ça veut dire qu'on utilise l'eau potable depuis tout le temps. Mathusalem, alors que moi j'étais en 1975 au Japon. Dans les salles de bain, il y avait un robinet d'eau non potable et un robinet potable. Oui. C'était en 1975. Oui, mais parce qu'il n'avait pas d'eau. Alors que nous, on avait suffisamment d'eau, donc on ne se posait pas la question. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'histoire même. C'est vraiment la culture française du bien commun, suffisamment d'eau. Comme là, on parle des agriculteurs, ils arrosent sur les plateaux. On va en parler. L'eau, elle vient d'où? On va en parler juste après. C'est la diapo juste après. Juste dire qu'il faut quand même penser aussi au double réseau. Parce qu'on ne peut pas mettre dans le même réseau les permissibilités, de possibilités. Tout à fait. Alors donc il faut quand même y penser, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Parce que on est d'accord, mais c'est aussi pour ça. La sécurité sanitaire. C'est aussi pour ça que je disais, c'est d'autant plus simple qu'on ait des constructions neuves. Sur les bâtiments anciens, que ce soit des logements communs, enfin pas communs, pardon, des HLM ou des appartements, etc. C'est moins facile que quand on a une maison qu'on est en train de construire et pour laquelle on peut déjà prévoir dès le départ ce genre de choses. Oui. Est-ce que ce serait possible, s'il vous plaît, d'initier votre propos? Parce que ces interruptions fréquentes, je trouve que c'est très compliqué. D'accord, très bien. Et après, il faut qu'ils doivent partir. Ok, très bien, j'avance. Donc sur la réduction de la consommation d'eau, donc économie de consommation, récupération et réutilisation, on en a parlé, et puis l'utilisation de ce qu'on appelle de l'eau brute, c'est-à-dire en général de l'eau de pluie pour tout ce qui est arrosage, entretien des véhicules, etc. Voire d'eau grise et épurée, on en a parlé. Dans la réduction des consommations en eau, on va sortir de la partie eau potable et on va parler de la ressource en eau. Eh bien, je suis désolée, mais pour les industriels, ça veut dire de mettre en place des circuits de recyclage de l'eau. C'est-à-dire qu'il faut que les industriels arrêtent. Alors, certains ont déjà fait l'effort, il ne faut pas tous les mettre dans le même panier, mais il y en a encore beaucoup à convaincre, d'arrêter de prendre de l'eau sur le réseau, voire d'apprendre son propre forage, autorisé, mais pour prendre de l'eau directement, pour utiliser ça dans son traitement et d'utiliser l'eau, de la recycler plusieurs fois, de la réutiliser plusieurs fois. Et puis là, je ne vais pas me faire que des copains, mais je l'assume. On a un changement climatique, c'est vrai. Je vous ai montré tout à l'heure l'augmentation des températures. On est aujourd'hui sur des secteurs où les plantes qu'on avait l'habitude de faire grandir, de cultiver, ne sont plus adaptées. Eh bien, il faut peut-être qu'on accepte aussi qu'on change de plante et qu'on arrête. Moi, j'ai entendu que là, on commençait à arroser la vigne. Je suis désolée de vous dire que ça me choque profondément. Je comprends le viticulteur qui se dit si je n'arrose pas, je vais avoir une perte de rendement. Je comprends ça. Je comprends que derrière, il y a l'historique familial éventuellement, qu'il y a les emplois, etc. Mais il n'empêche que quand je me regarde et que je me place en tant qu'hydrologue, je suis désolée de dire que je suis extrêmement choquée. Quand j'entends que dans le sud de la France, on va commencer à irriguer les arbres fruitiers parce que de la même façon, ils n'arrivent plus à supporter, tant pis, arrêtons, faisons autre chose. Alors, je ne suis pas agronome, mais je pense qu'on peut chercher les plantes les plus adaptées. Et il faut aussi accompagner, ça ne se fait pas en 15 jours, mais il faut accompagner tout ça. Il faut qu'on arrête de consommer de l'eau tous autant qu'on est. Troisième chose pour améliorer ou revenir peut-être à une situation un peu plus vivable, c'est de favoriser la recharge des nappes. Alors comment on fait? Alors là aussi je suis désolée, je ne vais pas me faire des copains. Il faut, c'est le terme très à la mode, mais il faut surtout voir ce que ça veut dire, il faut désimperméabiliser les sols. Soissons, ah ouais, pas trop. Mais prenons-en aussi notre responsabilité. On est tous très contents, quand on habite en milieu urbain, d'avoir des trottoirs propres, d'avoir des trottoirs en enrobé ou en pavé. Reconnaissons-le juste, d'accord? Par contre, effectivement, les derniers aménagements qu'on peut voir à Soissons ne sont pas complètement dans ce type d'intervention, même si sur le parvis de la gare, on nous annonce que les pavés, je prends le train tous les matins, donc je sais ce que c'est, sont posés sur des sables qui permettent l'infiltration avec des joints de 3 mm, je ne suis pas sûre. Oui. Merci, sous cette transition, d'avoir permis que le boulevard Victor Hugo soit perméable. Tout à fait. Et notre a dit qu'il en prendrait modèle pour le boulevard Pasteur. On espère.
ce que je veux juste vous dire là, c'est que voilà, il faut qu'on rentre dans cette optique-là. Il faut qu'on accepte aussi d'avoir effectivement des trottoirs qui seront moins faciles, peut-être, ou alors des techniques, mais qui coûtent beaucoup plus cher. Et je reviens sur le terme de la guerre, parce que des chaussées infiltrantes, ça coûte très cher. Pour en avoir fait, j'en ai fait à Laon, ça coûte très cher. D'accord? Donc il faut faire attention à ça. Et puis, parlons de nos jardins, parlons de nos habitations. Je vous disais tout à l'heure, dans l'imaginaire, on est tous, enfin tous, pour les moyens et qu'ils veulent, d'avoir une véranda pour agrandir la maison, plus de luminosité. Oui, mais quand je fais une pièce supplémentaire, enfin que ce soit une véranda ou une autre, j'imperméabilise mon sol. Quand je fais une allée pour que ma voiture elle soit garée un peu plus au propre, parce que le matin, j'ai pas envie de me salir mes chaussures, j'imperméabilise le sol. Quand je fais une terrasse, parce que j'ai envie de prendre un apéro avec les copains, j'ai envie de manger dehors quand il fait beau, j'imperméabilise le sol. D'accord? Et c'est là où je dis on est tous responsables de ça. D'accord? Non, c'est vrai, parce que... C'est récupéré dans les gouttières, c'est récupéré... Et donc ça part au réseau. Et donc on l'a pollué. Et c'est ce que je vais vous dire derrière. Ça peut être pollué, mais c'est récupéré quand même. Ben oui, mais ça ne s'infiltre pas. Donc ça ne revient pas dans la nappe. En tout cas, pas sur ce cycle-là. C'est ça le problème. Il faut raccourcir le cycle, il faut réussir à recharger nos nappes. En tout cas, en France, si on veut continuer d'avoir l'alimentation d'eau potable à partir de nos nappes, il faut qu'on arrive à les recharger. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des stations d'épuration qui commencent maintenant à faire de l'infiltration. Ben voilà, ça fait partie de ce genre de choses. Alors, voilà, c'est ce qu'on appelle la gestion intégrée des eaux pluviales, les techniques alternatives, les éléos de fraîcheur, etc. C'est des choses qui se développent en milieu urbain. Éviter de collecter les eaux pluviales, c'est exactement ce que je suis en train de dire à monsieur. Non, il faut arrêter de dire j'ai des gouttières, je mets ça dans un réseau. Je suis désolée, il faut infiltrer à la parcelle. De plus en plus, les collectivités, les communes interdisent maintenant à ce qu'on raccorde les gouttières sur le domaine public et demandent à ce qu'on infiltre à la parcelle. C'est pas pour embêter le monde. Ça participe au fait de recharger la nappe. Alors on en parlera dans les questions tout à l'heure, j'ai entendu ce que m'a dit madame, on avance. Et puis quand je mets des eaux pluviales dans un réseau, quelque part je les pollue. Plus que ce qu'elles n'ont été. Alors effectivement, quand elles ont coulé sur mon toit, quand elles ont coulé sur la route, elles ont été en partie polluées. Mais quand je vais la manger avec des eaux usées, comme tout à l'heure l'exemple de Laon, je vais les polluer fortement. Donc là aussi, c'est pas bien, il faut éviter de polluer. Ok ? En conclusion, pour rassurer ceux qui doivent partir, tous, qu'on soit usagers, qu'on soit agriculteurs, qu'on soit industriels, qu'on soit pouvoir public, nous avons une responsabilité qui est avérée, elle est là, elle est vraie, par rapport à ce bien commun qu'est l'eau. Et nous devons tous réduire notre consommation, nous devons tous préserver au maximum la qualité de cette eau, et puis de réduire nos impacts sur le cycle de l'eau. Et pour finir, sur une chose dont on n'a pas parlé, c'est ça. C'est ce qu'on appelle l'eau virtuelle. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on achète une robe, un t-shirt, etc., il y a de l'eau dedans. Alors effectivement, maintenant, parce que pour la plupart, par exemple, des vêtements qu'on va acheter, ils ne viennent pas forcément du sol français, ils ont été produits en Chine, en Inde, et là-bas, il y a de l'eau qui a été utilisée. Et il va falloir aussi qu'à un moment, on arrête de réfléchir que au niveau français, et qu'on réfléchisse au niveau mondial. Et donc je vous ai mis quelques chiffres, alors je ne suis pas allée les vérifier, c'est aussi très difficile à calculer, mais c'est quand même vous donner une idée que pour un jean, il faut 11 mètres cubes. Un tiers de la consommation d'un Français. D'accord ? Pour le produire, pour le ramener, etc. Une tasse de café. La petite tasse de café du matin. 140 litres. 2 jours de consommation presque. D'accord ? Parce que là aussi, le café, il est produit dans des zones où maintenant on irrigue. Et puis on va le ramener. Puis on va le traiter. Puis on va faire une jolie capsule autour ou pas, et voilà. D'accord ? J'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc j'écoute vos questions. Oui. Là, on est dans un milieu agricole, on a des grandes plaines, et en fait, on ne voit pas de château. Oui, alors on les voit plus. On les voit plus. Alors la question pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est qu'est-ce que je pense des châteaux d'eau. Alors en tant qu'hydraulicienne,
Moi, quand j'ai commencé à travailler sur les réseaux d'eau potable, on disait qu'il faut avoir au moins 1 à 2 journées de stockage de la consommation d'eau. Aujourd'hui, on dit qu'il faut 12 heures. Donc effectivement, il y a de moins en moins de châteaux d'eau, mais il y a de plus en plus de réservoirs. Ah. Les châteaux d'eau, ils étaient hors du sol, on les voyait. Les réservoirs, ils sont enterrés, on ne les voit plus. Donc il y en a moins, effectivement, je suis d'accord avec vous. Ils se voient moins. Les réservoirs, ils me posent 2 soucis. Enfin, ils me posent un gros souci, c'est qu'ils ne peuvent pas fonctionner sans énergie électrique. Alors qu'un château d'eau, il fonctionne. Une fois que l'eau est arrivée là-haut, par gravité, elle va redescendre. D'accord? Donc je suis plutôt pour les châteaux d'eau. Ça n'est que mon avis personnel, hein. Vous avez compris tout à l'heure, je ne milite pour rien d'autre, mais voilà, je suis plutôt pour les châteaux d'eau. Est-ce qu'il y a un lien? Parce que sans la qualité, on utilise l'énergie. Tout à fait. Mais dans un réservoir, vous allez l'utiliser en continu quasiment pour la distribuer. Quand on remplit un château d'eau, en général, on remplit la nuit, c'est-à-dire au moment où il y a moins de consommation et où l'électricité est normalement moins chère. D'accord? Donc c'était à cette période-là. Le réservoir, comme il y a un tirage en continu en général dessus, ça coûte en général plus cher. Maintenant, c'est en général. Il y a des tas d'exemples ou de contre-exemples. C'est une question de coût, c'est pas une question de consommation. Ah non, c'est pas une question. Oui, c'est une question de coût. Moi, je suis quand même inquiète par rapport au problème de l'aluminium dans l'eau. J'ai compris, vous allez me dire si j'ai raison, j'ai compris que c'est pour quelques orages, parfois, qui créent un effet d'eau trouble qui n'est pas très rassurant. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de faire une bonne éducation de la population, comme quoi, quand elle est comme ça, elle est consommable, et éviter l'aluminium? Est-ce que vous confirmez qu'il y a toujours de l'aluminium dans l'eau qu'on boit au quotidien? Oui, comme des tas d'autres molécules. Alors c'est une question qui m'a été posée avant la conférence et à laquelle je vais répondre tout de suite, comme ça évitera les autres. On a aujourd'hui dans l'eau, et soyons très clairs, dans l'eau du robinet, mais dans l'eau en bouteille de la même façon, des tas de molécules, alors qui ne sont pas forcément nouvelles, mais qu'on découvre maintenant parce qu'on ne les cherchait pas avant. Alors elles sont nouvelles pour certaines parce qu'effectivement on invente un nouveau pesticide et 20 ans plus tard on voit des molécules apparaître dans l'eau, on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc, et on voit que ce sont des molécules de décomposition de la molécule d'origine. Et c'est vrai, alors je vous ai dit pour l'agriculteur, mais c'est vrai pour des process industriels. De la même façon, donc on cherche de plus en plus de molécules. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, quand j'ai commencé à bosser il y a 30 ans, dans l'eau potable, on cherchait, ça devait être 37 molécules. Aujourd'hui, dans les grosses collectivités, on en cherche 320. Et c'est pas fini. Et on va continuer. Je suis pas Soissons, je suis en région parisienne. Soissons, je sais pas combien ils en cherchent, mais dans l'année, ils doivent en chercher au moins, je pense, 200 ou 250. Pas à chaque fois, parce que ça a aussi un coût très important. Et des process très très importants par rapport à ça. Donc oui, il y a de l'eau. Et effectivement, par rapport à l'eau du robinet, on a un problème là aussi d'imaginaire collectif. Quand on voit une eau trouble au robinet, on a tendance à considérer qu'elle n'est pas potable. Elle peut tout à fait être potable. D'accord? Parce qu'une eau chargée en fer, elle est potable. Mais elle est un peu rouille, elle est un peu... Voilà. Et ça ne donne pas très envie de la boire. Moi la première d'ailleurs. Hein. D'accord? Donc oui, il y a de l'éducation à faire. Et surtout, c'est mon autre cheval de bataille par rapport à d'autres que vous avez déjà entendus, c'est battons-nous contre les bouteilles en plastique. Ça, c'est important. Parce qu'il y a encore plus de polluants dans les bouteilles en plastique que dans l'eau du robinet. Ça coûte plus cher. Et ça coûte beaucoup plus cher. Par rapport aux molécules que l'on recherche dans l'eau, oui. Il y a un nombre minimum à rechercher. Oui. Après, les collectivités vont en chercher plus ou moins plus. Oui. Elles sont imposées par la réglementation. Voilà, mais quels sont quel est le nombre minimum de molécules que l'on recherche? Et je écho, entre autres, que dans l'Aisne, on a relevé les normes de conformité pour permettre d'avoir plus de secteurs d'eau potable que ce qu'on avait normalement avec les normes précédentes. Et là, ça m'interroge un petit peu sur qu'est-ce que l'on préserve entre la santé publique ou une économie qui nous emmène dans le mur. Oui, alors il y a deux choses en fait. En France, les normes de... alors je vais essayer de le faire simple. Il y a deux types de normes en France sur l'eau potable. Il y a les normes qui sont édictées nationalement, d'accord, qui fixent un certain nombre de taux sur les nitrates, les pesticides, les métaux lourds, quand sais-je. Et vous avez les normes internationales qui sont celles de l'OMS, l'Organisme mondial de la santé.
effectivement, ici, dans le département comme dans d'autres départements, quand on a une ressource en eau qui trop souvent atteint la limite nationale, voire la dépasse, mais que la norme internationale est beaucoup plus large, les préfets, en général, autorisent la distribution d'eau en mettant les remarques habituelles de attention à ne pas donner aux femmes enceintes, aux nourrissons, aux personnes âgées. Et donc si on n'a pas d'argent, on fait comment? Et qu'on est nourrisson, personnes âgées et... Alors normalement, la collectivité est censée vous distribuer de l'eau en bouteille, dont je vous ai dit juste avant qu'elle n'est pas lieu. J'ai pas de solution. J'ai pas de solution. La question qui se pose, c'est de savoir est-ce que, et c'est toujours la question et on ne le saura jamais, est-ce que les normes françaises sont suffisantes ou pas? Est-ce que les normes mondiales sont trop laxistes ou pas? Où est la vraie règle? On n'en sait rien. Et après, l'État, comme d'autres, joue avec ces règles-là. Après tout, on s'est fixé 50 mg par litre de nitrate. Effectivement, il y a des collectivités pas très loin d'ici qui sont à 54, qui est très très proche d'ici. Est-ce que c'est grave ou pas? Moi, j'en sais rien. C'est au-delà de la norme. Par contre, la norme mondiale, elle est à 100 ou 150. Oui. Je poursuis sur l'aspect économique parce qu'on parle beaucoup en effet de la pratique et de la consommation individuelle. Vous avez évoqué le retraitement possible et les circuits de recyclage pour les industries. Moi, à mon sens, aujourd'hui, ce n'est pas une obligation, enfin, je ne connais pas la réglementation. Est-ce que c'est obligatoire pour une nouvelle industrie? Non. Et là, j'ai une question plus politique. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est urgemment à rendre obligatoire? Alors, évidemment, à titre individuel, je suis largement convaincue. Maintenant, pour avoir travaillé en début de carrière dans les services préfectoraux, donc que je connais bien aussi, et vous le savez bien parce que ça va résonner sur d'autres projets, quand à un élu, vous lui dites, vous avez le choix entre vous taper sur l'industriel pour faire, d'accord, ou vous le laissez faire, mais que l'industriel en face vous dit, si vous me tapez dessus, je m'en vais, et je mets au chômage, je mets dans ma balance 100 emplois, 150 emplois, ben voilà. Et la difficulté, alors, je vais de temps en temps défendre les élus, j'en suis une, c'est aussi toujours le problème de, c'est comme la norme, quoi. Où est-ce que je mets l'acceptable ou pas en tant qu'élu? Mais alors, c'est tout. Oui, mais enfin, comment on aura droit dans le mur si vous ne faites pas? Vous prêchez une convaincue, mais il n'empêche que, voilà, j'essaie d'être aussi juste que possible, oui. Donc, pour continuer le raisonnement de madame, donc vous savez qu'il y a dans le coin un industriel qui souhaite un au hasard. Une industrie dont je vais taire le nom, mais qui est dans tous les esprits. Et cet industriel a déjà une usine en France, tout à fait, dans le Puy-de-Dôme. Et dans le Puy-de-Dôme, donc je donne l'information que tout le monde ne sait pas encore bien, qu'on la communique quand même largement, nous, le collectif Stop Notons. Cette usine de Saint-Éloi-les-Mines a une autorisation préfectorale de prélèvement d'eau qu'elle n'a jamais respectée. 150 000 mètres cubes par an qui date de 2005. Ouais. Et en 2005, cette usine a consommé presque 400 000 mètres cubes. Donc 2 fois 2,5. Hein. Et depuis, elle n'est jamais redescendue. Et à ce jour, elle consomme encore 270 000 mètres cubes. Et le préfet laisse faire. Donc ça illustre ce que vous venez de dire. Tout à fait. Il y a une espèce de chantage oui. entre l'industriel et le préfet. Et ça veut dire qu'on ne peut pas faire confiance au service de l'État. Voilà. En tant qu'élu, je peux pas me permettre de dire ça. Je vais juste répondre sur une chose en disant que, alors je change de casquette, en disant qu'au niveau de la mairie de Loître, même si nous ne sommes pas dans le périmètre de l'agglo du Soissonnais, nous avons délibéré contre cette usine. Et pas que sur le problème de l'eau, mais aussi sur le problème de la desserte et du nombre de camions, etc. Mais alors, je propose qu'on revienne aux questions sur l'eau, et on finira peut-être par ces questions-là. Monsieur, oui. Je voulais poser la question sur le drainage. Oui. Vers les années 70, il y avait beaucoup de drainage des marais. Oui. Ce qui fait que l'eau part très vite dans les rivières. Tout à fait. Est-ce qu'il y a quelque chose de fait pour arrêter ces drainages? Non. Parce que ça fait une réserve d'eau. Tout à fait. On est d'accord. Non, et là aussi, ça fait partie... Pardon? Pour que la population croit qu'en un jour les choses vont changer, regardez la rivière de l'Ardon dont on vient modifier, on est revenu à son lit normal et donc le marais va revenir. Voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres qui sont dans les eaux.
Oui, oui, non, mais c'est pour ça que je dis, on a donné beaucoup d'exemples un peu catastrophiques, il y a aussi des choses qui se font. À mon goût, pas suffisamment vite, mais c'est déjà pas mal. Et donc pour les drainages aujourd'hui, alors la bonne chose, c'est qu'en tout cas sur nos territoires, ce sont des choses qui ont arrêté. C'était là aussi, je parlais de l'imaginaire collectif à titre individuel, sur sa maison, sa terrasse et le reste, et on avait aussi cette imagerie au niveau des agriculteurs pour beaucoup qui était je veux rendre plus facilement cultivables certaines parcelles qui sont un peu trop embourbées dans les bas de parcelles et je vais les drainer. On est un peu sorti de ça, et heureusement. Mais par contre, quand les drainages ils sont là. Oui, monsieur. J'aurais souhaité revenir sur un élément que vous avez fourni en début de votre intervention. Vous avez évoqué le fait que sur toute l'eau de la planète, il y a seulement 3% de douce. Et tout le restant, c'est de l'eau salée. Et vous avez évoqué le fait que pour certains problèmes, ça réduit la mise en place de systèmes de désalination, dessalement de l'eau. Oui. Pourquoi est-ce que l'eau salée est salée? Joker. Non, ce sont... Alors, je ne connais pas complètement la réponse, mais en tout cas, ce sont les minéraux de décomposition de la majorité des massifs type alpin, etc., qui amènent ce sel. Et ce sont, comme là aussi, ces molécules-là, elles suivent la rivière, elles arrivent dans la mer. C'est un des facteurs, il doit y en avoir d'autres. Après, je ne suis pas hydrogéologue et je ne suis pas géologue. La rivière n'est pas salée? La rivière n'est pas salée parce que c'est une ou deux molécules, et quand on arrive dans un endroit où ça reste, parce que l'évaporation n'évapore pas le sel. Il n'y a que la molécule d'eau qui monte. Ouais, enfin, presque. Mais voilà, donc ça reste là, ça stagne là. Oui, tout à fait. Oui. Vous disiez que vous n'étiez pas géologue. Je ne suis pas hydrogéologue, oui. Hydrogéologue, mais j'aurais quand même une petite question sur l'eau souterraine fossile. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Oui. Elle vient d'où cette eau? Et alors, elle a déjà été dans le grand cycle, justement. Alors, elle a été sûrement dans le grand cycle. Cette eau, elle est voilà, je vous dis, c'est nappe fossile. Donc cette nappe fossile, il y en a une grande sous le bassin parisien géologique, qui est plus grand que le bassin parisien, quoi, j'allais dire qu'on a en surface. Je vous disais, elle est entre 600 et 800 mètres, peut-être même 1000 mètres. Et on l'appelle fossile parce que alors aujourd'hui, elle est extra pure. D'accord? Alors, extra pure. Elle n'est pas contaminée par des micropolluants, par contre elle n'est pas complètement extra pure, c'est-à-dire qu'elle a aussi des minéraux dedans qui sont trop importants sur certaines choses, donc il faut aussi la traiter. Mais voilà, et on l'a dit fossile parce que justement il n'y a pas ces molécules, donc on sait que les répercussions des activités humaines ne l'ont pas encore atteinte, et c'est pour ça qu'on sait qu'il lui faudra peut-être des siècles, mais peut-être qu'elle ne se rechargera jamais, on n'en sait rien, c'est pour ça qu'elle est dite fossile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'on peut potentiellement prélever dedans, mais on ne sait pas à quelle échelle elle peut se recharger. Et on ne sait pas d'où elle vient? Géologiquement, elle est là. Alors après, vous savez que les sols ont bougé, etc. Après, ça dépasse largement mes compétences. Oui. Christelle, par arrondissement, dans la ville de Paris, Intramuros, oui. Il y a un forage capable d'aller chercher l'eau fossile. Ils sont fermés maintenant. Ils sont fermés? Il en reste que quelques-uns. Ils étaient là, en cas d'extrême urgence. Oui, pour l'ultime secours, tout à fait. Mais ils sont fermés de façon à ce que l'État puisse vraiment surveiller les vrais forages et ceux qui sont autorisés à intervenir dessus. Il en reste très très peu en fait. Oui. Je voulais juste dire, à propos de l'industrie et de l'eau, sur Château-Thierry, on a une usine, c'est une usine de traitement de papier. On la citera pas. Et l'eau qui est distribuée chez elle par l'UCSA, c'est à partir d'une source, dite source de Château-Thierry, qui n'est plus propre tout à, fait. À la consommation. Et ça représente une source énorme, c'est 1,5 million de mètres cubes par an. Voilà. Et disons que ça permet financièrement de payer une grande partie des réseaux, etc., d'exploitation des réseaux de châteaux. On est d'accord. Sur 4 millions de mètres cubes que l'UCSA distribue, il y en a 1,5 million qui part pour 2,5 millions pour la 26 000 foyers. Oui. On a effleuré tout à l'heure le problème de l'agriculture. Oui. Moi, je suis ancien agriculteur, j'ai un fils qui est agriculteur, donc je me sens très concerné. Tout à fait. Alors, on en a dit trop ou pas assez, mais
quand on entend parler du problème de l'atrazine, maintenant du chloridazole, quand on sait qu'on va rechercher de plus en plus de molécules et qu'on va les trouver, j'aimerais voir un peu le fond de votre pensée, si c'est possible, sur l'avenir de l'agriculture. Est-ce qu'on peut continuer comme ça, et il faut le dire, ou est-ce qu'on ne peut pas continuer comme ça, et il faut le dire, en sachant que s'il faut changer les choses, c'est pas à la marge qu'il faut changer, c'est tout. Ça veut dire que si on change, si on dit qu'on ne peut plus cultiver des pommes de terre pour aller plus concret, ou des betteraves dans le soissonné, c'est toute une filière agroalimentaire qu'on met par terre. Donc c'est. Mais j'aimerais avoir le. J'ai pas de réponse, mais j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus. Mon sentiment, et là aussi qui n'engage que moi, c'est que la responsabilité principale, elle n'est pas au niveau des agriculteurs, mais elle est bien au niveau des industriels qui sont derrière. Les deux types d'industriels. Ceux qui sont les agroalimentaires, qui obligent les agriculteurs à fournir la patate ou la betterave avec tel taux de sucre, avec tel taux d'amidon dedans, tel rendement, alors après ça dépasse là aussi un peu mes compétences, mais tel rendement à l'hectare de telle céréale, et donc l'agriculteur quelque part, il est aussi, puisqu'il doit vivre et qu'il doit faire vivre son entreprise, il est tributaire de ça. Et l'autre aussi, industriel, qui pour moi a sa part de responsabilité, et là on pourrait faire des choses vraiment plus importantes, ce sont toutes les industries qui inventent des molécules, mais pas que pour l'agriculture, hein, pour tout et n'importe quoi. Je vais parler de peinture, je vais parler de maquillage, enfin de vraiment tout ce qu'on peut utiliser, de produits d'entretien, qui inventent des nouvelles molécules et dont on ne regarde pas comment elles se décomposent dans le milieu naturel, et de savoir quelles molécules elles vont devenir. Et moi je pense qu'on pourrait déjà imposer à nos industriels, quels qu'ils soient, de dire si vous inventez une nouvelle molécule, faites des études, parce que vous êtes en train de faire des études pour savoir si effectivement elle permet de produire plus, éviter que telle maladie vienne sur telle plante ou que le maquillage tient mieux même sous l'eau, et regardez ce que ça fait aussi derrière, que devient cette molécule. Et ça on pourrait le faire déjà assez facilement. Après, je suis d'accord avec vous qu'on ne pourra pas réformer que les agriculteurs tout seuls, il faudra bien réformer la totalité de la filière agroalimentaire, et là aussi, hein, prenons-en tous notre responsabilité. Si on achetait tous bio et mangeait tous bio, on aurait moins de soucis. Par contre, est-ce qu'on en a les moyens financiers? Parce que c'est ça aussi. Et on revient toujours sur un problème derrière qui, voilà, on est dans un circuit où on se mord tous la... Enfin, voilà. La mondialisation. Oui. On peut fermer les frontières françaises, mais on les ouvre de partout avec l'Europe. On est d'accord. On fait venir la viande des Amériques du Sud. C'est bien un sujet politique. On est bien d'accord. Foncièrement politique. Oui. Et qui dépasse le niveau national, hein. Pour moi c'est vraiment l'international. Je voudrais revenir sur les 80 litres en moyenne. Oui. De consommation. Oui. C'est de la consommation directe. C'est de la consommation selon le droit. Oui. Mais elle représente extrêmement peu à côté de la consommation qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'on importe de l'eau. Quand vous achetez des melons, en ce moment c'est la saison des melons, le melon espagnol, il a été arrosé. Voilà, j'ai trouvé un peu dommage que ce tableau-là ne soit pas intégré dans notre réelle consommation. Parce qu'en fait, on doit consommer peut-être 600, 700 litres d'eau par personne par jour. Alors, les chiffres aujourd'hui sont à 1700 litres. Bon, alors je suis contente. Les chiffres. Je pense qu'il faut vraiment. Alors, moi, je veux bien ne plus tirer la chasse d'eau à chaque fois. Je veux bien faire des voiles vaisselle. Je veux bien. Bon. Mais je veux dire, pour moi, dans mes yeux à moi, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en prendre soin de cette goutte d'eau. Je suis d'accord. Je dis que c'est tout. Regardez, 30 000 litres d'eau pour fabriquer une voiture. Aujourd'hui, on vous encourage à prendre une voiture électrique et on fait quoi de nos voitures thermiques aujourd'hui? Il va bien falloir les fabriquer. Et puis on ne parle pas non plus de tout ce qui est extraction dans le sol, tout ce qui est minerai. Il faut des quantités d'eau phénoménales pour puiser un litre de pétrole, pour aller chercher les métaux par le téléphone. Tout a besoin d'être lavé. Oui. On a besoin d'eau pour beaucoup de choses. Donc ce qu'on consomme, nous, là, notre robinet, oui, on peut faire cet effort-là, bien sûr. Il ne faut pas s'en dispenser. Mais ça ne représente pas grand-chose. Alors, je suis d'accord sur le fait que ça ne représente pas grand-chose. Mais quand on disait tout à l'heure, et je le disais pour la partie agricole, mais c'est vrai pour tout le reste, ça c'est aussi notre responsabilité. C'est-à-dire que là où aujourd'hui, quand on a les moyens, on a peut-être envie de s'acheter à chaque fois qu'il y a des soldes de tenues complètes, bah faut pas.
C'est l'histoire du colibri. Oui, c'est exactement l'histoire du colibri, vous avez tout à fait raison, c'est ça. Et c'est... On aborde, et alors ce principe de l'eau virtuelle, c'est quelque chose dont on commence juste à parler. C'est pour ça que c'est d'ailleurs très difficile de trouver des chiffres aujourd'hui, et que moi je commence à en parler aussi de plus en plus en disant attention, parce que ça ne suffira pas. Réduire notre consommation, on parle du local, mais par contre il ne faut pas oublier qu'au niveau mondial, il y a aussi un gros problème. Alors, oui. Oui. On va prendre les dernières questions. Hein. Ouais. Et rappelez, c'est intéressant le nombre de litres. Quand vous avez une tonne de laine de roche, au minimum vous avez 1 mètre cube d'eau. Voilà, c'est ça la réalité. Nous avons une entreprise qui pourrait s'installer. On ne l'a pas nommée, mais elle existe dans les projets. Je voudrais quand même qu'on dise... Est-ce qu'on peut finir, déjà voir s'il reste une ou deux questions sur l'eau? Déjà. Oui, madame. Ma question, c'est le pollueur-payeur. Oui. Je ne crois pas que ce principe, en ce qui concerne l'eau, soit tellement appliqué. Il est appliqué pour l'assainissement. Et il est, alors par contre, je peux vous assurer qu'il est appliqué. Par contre, alors oui, ça me fait penser, dire que je n'ai pas répondu à une question tout à l'heure. Il est appliqué, c'est-à-dire que c'est sur les industriels, et là c'est vrai, les particuliers, sur votre facture d'assainissement, vous payez ce principe-là. Et les industriels, en général, payent plus cher. En général, payent plus cher que l'administré, vous et moi, lambda. Ça me permet de répondre à une question. Tout à l'heure, il y avait une question sur les prélèvements d'eau, où j'ai oublié de répondre. Quand on prélève de l'eau dans la ressource, enfin dans les nappes, les forages sont normalement déclarés. Alors, pourquoi je dis normalement? Parce qu'il faut qu'ils produisent un certain nombre de mètres cubes d'eau. Donc, si vous êtes en dessous, il n'est pas déclaré. Et puis, on hérite aussi d'une situation. Moi, quand j'ai acheté ma maison à Soissons, il y avait un puits. Donc, je pense, et d'ailleurs, dans la rue, il y en avait plein. Donc, je pense qu'il n'a pas été déclaré parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. Donc, il existe encore beaucoup aussi ce genre de choses, ici comme ailleurs. En tout cas, aujourd'hui, sur les forages déclarés, à chaque fois que la personne qui est derrière, que ce soit une station de traitement d'eau potable, que ce soit un agriculteur, que ce soit un industriel, paye une taxe. Il y a un compteur qui est surveillé par l'agence de l'eau du secteur et paye une taxe. Sauf que la taxe, elle est risible. De tête. Il n'y a pas toujours un compteur. J'ai bien dit, pour les forages déclarés au-dessus d'un certain volume. Et de tête, me semble-t-il que sur le territoire, ça dépend des territoires, ici c'est 8 centimes du mètre cube. Oui. Moi? Oui. Lui, il a un petit sondage alors, parce que... Alors, moi je comprends bien par contre pourquoi ça a été fait. Alors on va être très clair, je suis contre ce qu'on appelle les méga-bassines, que de mon temps on appelait des retenues collinaires. Alors je mets un bémol dessus quand même, parce que la réponse n'est jamais si claire que ça. Je suis contre celles qui sont imperméabilisées, c'est-à-dire celles que l'on voit actuellement effectivement, et je ne citerai pas des noms, mais vous avez tous en tête. Hein. Quand on fait un trou, qu'on l'imperméabilise, qu'on laisse l'eau, alors on dit on prélève en plus le surplus de la nappe. Ouais, mais sauf que non. Enfin, un surplus de nappe, je ne sais pas ce que c'est moi, hein, d'accord, ou à peine, donc ça déjà ça me gêne un peu. On la laisse là, effectivement il y a une grande perte par l'évaporation, on ne parlera pas des moustiques. Ah non, et donc on va traiter pour éviter les moustiques. Ah oui, donc on va polluer l'eau. Et on va évacuer les algues, donc on va remettre là aussi des produits anti-algues. Donc je suis contre ça. Par contre, je ne suis pas contre ce qu'on appelait donc avant les retenues collinaires, où effectivement on faisait un petit barrage plutôt en terre, et on stockait l'eau de pluie qui permettait de s'infiltrer. Ni plus ni moins que ce qu'on appelait des nappes mares aussi. Hein. D'accord? Et là je suis plutôt pour. D'accord? Mais par contre, méga-bassines telles qu'on les voit actuellement, et qui sont faites dans certaines régions, oui, contre. Et alors pourquoi ça se fait? Bah, tout simplement parce que jusqu'à maintenant, et jusque certains se révèlent, c'était payé par, en l'occurrence des agriculteurs, mais autrement dit des privés qui faisaient ça entre eux. Et donc ça ne se voyait pas ou très peu. Et on a une privatisation. Oui, ça capable. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le terme. Parce que ça veut dire que quand vous prenez de l'eau, que vous allez stocker, vous, de l'eau de pluie, on pourrait dire que c'est la même chose, à une autre échelle. Et c'est pas de la privatisation. Donc je trouve que le terme est un peu trop fort. Ça ne veut pas dire que j'accepte, mais je trouve que le terme est un peu trop fort. Ça n'est que mon avis. Hein. Est-ce que vous pourriez un petit peu étoffer, vous avez parlé de la qualité de l'eau dans les bouteilles en plastique. Oui.
Vous pourriez un petit peu développer. Alors, vous allez tomber sur mon dada. Dans les supermarchés, les commerces, vous trouvez 3 qualités d'eau en bouteille. Vous trouvez de l'eau de consommation, de l'eau de source et de l'eau minérale. Soyons très clairs, l'eau minérale, Evian, Contrex, Cépar, j'en passe, c'est des meilleurs. Aujourd'hui, cette eau-là, elle n'est pas autorisée au robinet. Elle n'est pas potable, cette eau-là. D'accord? Sachez-le. Ces eaux-là que vous avez dans ces bouteilles-là, ce ne sont pas des eaux potables. Et je vais parler aux plus anciens, ou peut-être à ce que vos grands-parents vous ont expliqué. Avant, ces eaux-là, elles étaient vendues où? En pharmacie. Pourquoi? Parce qu'elles sont très riches dans certains minéraux qui, sur du long terme, sont nocifs pour la santé. Donc, l'eau minérale, hormis si c'est votre médecin qui vous le préconise, et si c'est une fois de temps en temps pour traiter un problème spécifique, pourquoi pas, mais sinon c'est comme un médicament. D'accord? Donc ça, minéral, non. L'eau de consommation, qu'est-ce que c'est? Eh bien nous tous, demain, on peut faire de l'eau de consommation. Vous demandez à une autorité préfectorale, vous prenez de l'eau de votre robinet, vous le mettez dans une bouteille, ça s'appelle de l'eau de consommation. Il y en a de moins en moins au supermarché, mais ça existe encore. Donc ça, c'est la même qualité que ce que vous avez au robinet. Et la troisième, c'est l'eau de source. Ce qu'on appelle les eaux de source, qui sont, alors pas forcément des sources, mais aussi des forages, donc qui sont très proches de ce qu'on a au robinet. Pourquoi? Parce qu'elles sont traitées de la même façon, elles sont prélevées dans les mêmes nappes. Par contre, ces 3 eaux-là, elles ont pour moi un gros souci, c'est le contenant. La bouteille, en plastique, qui va être stockée pendant des jours, des mois en plein soleil, pour laquelle les molécules de plastique vont passer dans l'eau. Et donc moi, aujourd'hui, je dis et je maintiens, l'eau qui est en bouteille n'est pas de meilleure qualité que ce que vous avez à l'eau du robinet, d'accord? Mais elle est plus toxique. Et elle coûte beaucoup plus cher. Je refais un chiffre. Pour 4,10 € en moyenne nationale, vous avez 660 bouteilles d'eau. D'accord? Une bouteille d'eau, j'ai aucune idée de combien ça coûte, j'en achète jamais. C'est quoi? C'est 1 €, 80 centimes, quelque chose comme ça? J'en sais rien, c'est pas moi. Voilà, d'accord? Donc pour 4,10 € en France au niveau national, c'est une moyenne évidemment, pour d'autres c'est un peu plus cher, pour d'autres c'est un peu moins cher. Vous avez l'équivalent de 660 bouteilles d'eau. Je rappelle que l'eau potable, c'est le produit alimentaire le plus contrôlé en France. C'est le produit alimentaire le plus contrôlé en France. Effectivement, il n'est pas toujours parfait. Effectivement, de temps en temps, il n'est pas potable. Bon, en tout cas, ça ne l'est pas. Et en tout cas, pas pour tous, on en a parlé. Mais en tout cas, quand l'eau est potable au robinet, ne vous privez pas de boire de l'eau du robinet. Et le petit goût qu'on peut ne pas aimer du chlore, il suffit de la mettre dans une carafe, au frigo, et puis vous la buvez une demi-heure après. Le chlore, c'est une durée de rémanence, c'est une durée de vie de 2 heures. D'accord? Et qu'est-ce que vous pensez du charbon noir? Oui, alors ça, ceux qui font du traitement de l'eau connaissent, c'est des techniques qu'on utilise en domaine public. Donc c'est des choses qu'on utilise pour traiter l'eau, pour faire de l'eau potable. Donc le charbon, ça peut fonctionner. Maintenant, est-ce qu'il a la même qualité que ce que je vais approvisionner sur une station de traitement d'eau potable où il va être contrôlé? Est-ce que vous êtes sûr que vous allez l'entretenir comme il faut? J'ai un peu de doute. Je ne remets pas en doute votre capacité, mais peut-être l'explication qu'on peut vous donner sur comment le faire derrière. Oui, alors moi j'ai une question en fait... Ce sera la dernière. C'est tous les frustrés qui... mais enfin, on pourra poser des questions. Je suis un peu choqué parce qu'en fait à Trouy, devant le cimetière, il y a un robinet, enfin il y a 2 robinets, et puis je vois des voitures avec des citernes qui passent leur temps à charger de l'eau. Oui. Et je voudrais savoir ce que la loi dit là-dessus. Où elle avait... Alors, je ne connais pas ce robinet-là, mais j'en connais d'autres dans d'autres endroits. La loi ne dit rien. Si c'est un robinet public, vous avez le droit de venir l'utiliser. Maintenant, de plus en plus, dans les cimetières, on met des robinets à poussoir, par exemple, pour éviter que... Voilà. Mais on peut parler de la même façon, des gens qui viennent avec des cuves puisées dans des rivières. Parce que là, il y a des gens qui sont installés un peu plus loin. L'eau, l'eau est un bien commun. On est d'accord. On va s'arrêter sur cette notion, l'eau est un bien commun, mais jusqu'à quand et à quel prix, et voilà, notre responsabilité à tous. Alors, avant que vous vous dispersiez, d'abord remercier Madame Christelle pour la clarté.
Sa disponibilité à nos questions, voilà, c'est vraiment une conférence exceptionnelle. Un petit mot, les conférences de ce type ont un coût, vous savez qu'elle était gratuite, hein, mais donc c'est un coût. Madame Christelle intervient à titre gracieux. Hein. Mais si vous voulez bien,